certain temps. Et donc, finalement, dans la continuité de ce format qui a bien plu et dans la continuité aussi de nos rencontres professionnelles, qui se sont tenues, à Bordeaux et pour lesquelles un certain nombre d'entre vous étaient présents, nous avons choisi donc d'activer le sujet, la thématique des PSC, des projets scientifiques et culturels, pour, voilà, ce format, automnal, donc un format, toujours, identique. Donc je vous précise peut-être en entrée de jeu pour ceux qui participent pour la première fois, que c'est un format qui est enregistré. Donc si vous ne souhaitiez pas, voilà, apparaître dans les vignettes, vous pouvez enlever bien sûr votre caméra. Je vous propose également de couper vos micros, pour éviter tout bruit parasite, et de les activer, en ayant au préalable levé votre petite main, qui est située en haut à droite de l'écran, si vous voulez bien sûr prendre la parole, ou poser la question. Vous avez également le chat, sur la droite. Si vous avez des réactions, des commentaires, pourquoi pas des liens vers d'autres ressources ou questionnements. Enfin, en tout cas, cet espace de contribution est très, ouvert à tous, hein, voilà, de manière très spontanée. Voilà, donc bienvenue. Nous partagerons bien sûr, ensuite, la production écrite, si nos intervenants en sont d'accord, qui constitue, soit notamment la matière finalisée quand elle a été validée des PSC, puisque finalement, on pourrait dire que les projets scientifiques, et culturels donnent lieu à une nouvelle production éditoriale. J'en ai quelques-uns, voilà, devant moi, vous allez les voir. Mais on a aussi des documents, qu'on pourrait appeler des documents de communication. Voilà, alors les PSC, comme vous le savez, sont des documents, rendus, obligatoires, par la loi, sur les musées qui fête d'ailleurs ses 20 ans. Un certain nombre, on va dire, de nos musées, qu'ils aient l'appellation, Musée de France ou non, en sont dotés parce que nos tutelles, nous-mêmes en tant que direction d'établissement avons bien compris, l'enjeu de se doter, d'un tel outil, qui donne finalement, du sens, à notre action et la permet de le partager, ce sens, aussi bien avec nos équipes, qu'avec nos partenaires, nos bénévoles, nos élus. Et ces projets, voilà, nous donnent le cap pour une durée, variable, mais dont nous allons d'ailleurs également échanger au cours de ce temps d'échange. Donc aujourd'hui, nous avons, invité, 4 structures, voilà, d'horizons, divers, voilà, réparties quasiment sur tout le territoire avec des tutelles différentes, des villes, des métropoles et un département. Leurs directeurs ou responsables scientifiques vont venir, nous parler, voilà, de l'état d'avancement, de leurs différents, PSC. Donc on n'a pas prévu d'ordre. Par contre, j'ai prévu un jeu de questions, 3 jeux de questions, auxquels je vais inviter, successivement nos invités à y répondre pour que l'échange soit, voilà, le plus dynamique possible. Donc, Marie Potécher, est présente parmi nous pour nous parler du PSC du, musée, alsacien. Estelle Comte pour l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Philippe Bardel, responsable, scientifique et chef de projet autour de Jean-Luc Maillard, du projet de rénovation, de l'écomusée de la Bintinée. Et puis il va arriver, mais il n'est pas encore, parmi nous, Laurent Védrine, le directeur, du musée d'Aquitaine, à Bordeaux. Voilà, donc je vais commencer, par un 1 jeu de questions, autour du contexte du PSC. Donc je vais, voilà, inviter peut-être alors je vous propose de commencer par, ceux dont les PSC sont achevés et puis ensuite, dérouler vers ceux, pour lesquels les PSC sont en cours. Donc, à l'Écomusée de la Bintinée et au Musée d'Aquitaine, les PSC ont déjà été, validés, adoptés par les autorités délibérantes, conseils municipaux ou métropolitains.
et en Alsace, à Strasbourg et puis en Bresse bourguignonne, on va dire que c'est imminent. Donc voilà, première question, peut-être à toi, Philippe. Dans quel contexte s'inscrit votre PSC? Est-ce une commande, politique, une incitation, forte de la DRAC, ou cela émane-t-il d'une politique plus volontariste de votre part? Voilà, dans quel contexte s'inscrit votre nouveau projet scientifique et culturel? Ça sera très court. Le PSC de l'Écomusée, en fait, enfin plutôt, l'Écomusée n'avait pas de PSC depuis son ouverture en 87. Et en fait, c'est vraiment le top départ donné par Corinne Poulain, à l'époque directrice de la culture de Rennes Métropole, de lancer la rénovation de l'exposition permanente inaugurée en 87. Pour ceux qui la connaissent, on a rénové régulièrement et entretenu cette exposition, notamment tous les audiovisuels sont mis à jour, mais la muséo, c'est celle de 87, hein, avec l'inénarrable moquette bleue. Donc, cette rénovation souhaitée de manière, enfin depuis longtemps, hein, nous on en parlait depuis longtemps, mais cette rénovation lancée officiellement a été finalement le top départ de la rédaction du PSC. Est-ce que pour prendre dans l'autre sens, ça veut dire que si vous n'aviez pas eu ce projet, vous n'auriez pas fait de PSC? Alors, très bonne question. Je pense que peut-être si on avait fait le PSC, ça aurait peut-être accéléré les choses si on avait fait le PSC plus tôt. Mais il se trouve que très concrètement, l'écomusée avait aussi, suite à la fusion du musée de Bretagne au sein des Champs Libres, puisque l'écomusée était une antenne du musée de Bretagne. Donc on peut se dire que en 2006, quand l'écomusée devient un établissement indépendant et la nomination de Jean-Luc Maillard comme directeur, ça aurait pu être une première étape pour cette rédaction d'un PSC, avec à l'époque beaucoup, vais faire court, mais beaucoup peut-être de fantasmes sur des séparations des collections, où là la DRAC poussait effectivement beaucoup à ce qu'on puisse isoler les collections des deux établissements pour des raisons qui m'étonnent toujours, puisqu'on n'a jamais autant parlé de mutualisation aujourd'hui. Mais bon, on pourrait en discuter sur une journée spécifique autour des collections. En tous les cas, beaucoup de questionnements sur le fonctionnement de ce nouvel établissement qui finalement a dû faire ses preuves sur un fonctionnement autonome, notamment dans une politique d'exposition temporaire qui s'est vraiment consolidée à partir de 2011 avec la construction de nouvelles salles d'exposition beaucoup plus modernes et enfin, aux normes actuelles de 350 mètres carrés. Et du coup, comme je le disais dans un petit diaporama que j'ai présenté en Corse récemment sur une journée sur les PSC, il y avait effectivement, on peut considérer aujourd'hui qu'à l'Écomusée, les expositions temporaires, les 10 dernières expositions temporaires, puisqu'on en fait une par an, ont été un laboratoire pour cette nouvelle exposition permanente. OK, merci Philippe. Alors Laurent vient de nous rejoindre, Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine. Laurent, je ne sais pas si tu as entendu, un peu la question d'ouverture que je vais poser à tout le monde et j'ai proposé de le faire à ceux qui avaient déjà, voilà leur PC qui était, validé. Je montrais, voilà le tien qui est un gros, gros, gros pavé. Qui est aussi un document, de communication, me semble-t-il et je posais la question, voilà, du contexte, dans lequel s'inscrivait ce PSC. Est-ce qu'il émanait d'une commande ou voilà, d'une politique plus volontariste, du directeur, d'une direction de la culture? Est-ce que toi, tu peux nous situer ce contexte au niveau du musée d'Aquitaine? Oui, bonjour à tous et toutes mes excuses hein, pour ce retard. En fait, c'est une commande de la municipalité de Bordeaux qui était inscrite dans l'offre d'emploi du directeur du musée d'Aquitaine et c'était, je pense, une des premières lignes, une des premières commandes. Il y avait eu un PSC 5 ou 6 ans auparavant, donc qui avait été porté par mon prédécesseur François Hubert. Et donc c'était vraiment la demande hein, de pouvoir rédiger un nouveau document d'orientation et on s'y est employé bah, juste à mon arrivée avec l'ensemble de l'équipe du musée puis un certain nombre de partenaires.
Merci, Laurent. Marie, en Alsace, voilà, vous êtes je vais pas dire un très ancien musée, mais le musée alsacien, a fêté ou fête bientôt ses 100 ans de mémoire. Alors non, enfin il va bientôt fêter ses 120 ans. Donc, puisqu'en fait, ouais, voilà, il existe en tant qu'institution depuis 1902 et il est ouvert au public depuis 1907. Mais bon, voilà. Alors pour le musée alsacien, en fait, c'est le 3e PSC qui est en train, donc comme tu le disais, hein, qui va voilà être voté tout prochainement. Et en fait, alors ça n'avait pas été formulé comme ça par les élus, mais effectivement, comme Laurent venait de le dire, c'était aussi clairement affiché lors du recrutement du nouveau directeur, enfin, ou de la nouvelle directrice, en l'occurrence, qui était donc voilà, c'était marqué vraiment clairement dans la fiche de poste et dans l'exercice qui nous avait été demandé, puisqu'il fallait faire une note au moment du recrutement. C'était, voilà, faites du musée alsacien, vos projets pour faire du musée alsacien un musée de société du XXIe siècle. Donc, voilà, c'est quand même appel à une demande de changement assez profond dans le musée. Alors après, effectivement, on pourra peut-être parler jusqu'où va-t-on, si ça peut peut-être entrer dans nos débats de ce matin. Et il y avait également un autre élément qui a beaucoup joué, c'est-à-dire qu'il y a un projet de rénovation et d'extension du musée alsacien, qui est une sorte de serpent de mer, puisqu'on en parle depuis les années 80, fin des années 80, et qui, pour diverses raisons, à chaque fois été enclenché, stoppé et n'ont pas abouti. Voilà, donc effectivement, moi, partant de ces deux constats, ça m'a semblé vraiment une évidence de passer par la rédaction d'un PSC, même si encore une fois, ça ne m'avait pas été clairement demandé, mais ça, c'était un choix de ma part en arrivant à la direction du musée. À la fois, effectivement, pour engager ce changement qui m'était demandé, pour aussi réamorcer peut-être un projet de rénovation et d'extension, parce que je pense que voilà, une rénovation-extension, c'est pas juste un travail sur un espace. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut donner envie, puisque, voilà, vous le savez tous, ce sont des projets avec des budgets très conséquents, plusieurs millions d'euros. Donc, voilà, ça me semble normal pour les élus de donner envie, de montrer ce que serait ce musée, et qu'ils sachent un petit peu où ils vont. Et puis enfin, mais je prends presque peut-être dans le mauvais sens, c'était pour moi le premier enjeu, c'était vraiment d'avoir un document partagé avec toute l'équipe du musée, voilà, qu'on se mette d'accord sur une ligne, sur une dynamique dans laquelle on souhaitait aller et la partager. Voilà. Merci, Marie, sur le contexte et déjà finalement les objectifs et les enjeux qu'on va aborder sur la 2e question, mais sur lesquels vous pourrez revenir. Estelle, voilà, pour situer l'écomusée de la Bresse bourguignonne, voilà, vous êtes dans le département de Saône-et-Loire, un établissement géré par le département qui s'inscrit dans un contexte complètement différent. Vous êtes en milieu rural et non pas en milieu urbain. Voilà, quels sont vos enjeux? Dans quel contexte vous s'inscrit le PSC du coup, qui en est à sa phase, on va dire de rédaction actuellement? Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, petite précision, donc on est bien un écomusée en milieu rural, hein, voire parfois hyper rural, hein, caractérisé par certains comme hyper rural. Nous ne sommes pas un musée départemental, hein, nous sommes un musée associatif, d'où sans doute une petite particularité, hein, on ne dépend pas d'une collectivité, nous avons un fonctionnement associatif, mais nous avons quand même le label Musée de France. Et petit rappel aussi en préambule, nous avons en fait l'écomusée de la Bresse bourguignonne est en fait un réseau de sites, puisqu'il y a une maison mère dans un château 17e à Pierre-de-Bresse, et que nous avons après un réseau de 10 sites sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une organisation écomusée assez traditionnelle. Nous, on s'est lancé dans l'écriture d'un PSC déjà à cause du changement de direction. L'écomusée de la Bresse bourguignonne a été créé il y a 40 ans par Dominique Rivière, l'ancien conservateur, qui a aussi en fait dirigé la structure pendant 35 ans. Et l'occasion de son départ, retraite et mon arrivée ont quand même soulevé pas mal de questions. Et ne serait-ce que pour moi, il a fallu à un moment donné
que je me pose et que je m'interroge un peu sur l'évolution de la structure. Un autre élément qui nous a poussé à lancer cette écriture de PSC, c'est des changements finalement assez importants dans l'environnement culturel et touristique de l'écomusée depuis la rédaction de son dernier PSC, puisque le dernier PSC en fait date de 2004. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la population, l'arrivée de néo-ruraux, etc. Une transformation générale du territoire bressan qui fait que voilà, l'écomusée a aussi besoin de s'adapter à ces évolutions-là. Au château de Pierre-de-Bresse, sur notre maison mère, la semaine dernière, ont commencé de très importants travaux qui vont en fait nous obliger à repenser de manière assez globale l'usage du bâtiment et donc du coup repenser notamment aussi un parcours permanent qui date de 40 ans, qui date des années 80, donc avec une nécessité de le mettre au goût du jour. On a aussi constaté ces dernières années, notamment avec la disparition des emplois aidés, là, il y a quelques années, une forte réduction de nos moyens humains, donc une nécessité aussi d'une réorganisation interne. Nouveau projet voulait aussi dire adaptation en fait à ces moyens. Et nous sommes un statut, enfin comme nous sommes associatifs, nous sommes aussi très dépendants de l'argent public qui n'a pas tendance à augmenter de manière faramineuse ces dernières années. Donc il fallait aussi réfléchir à cette adaptation des moyens aux futurs projets. Et puis, sur l'ensemble de notre réseau, qui sont en fait des sites communes, on sentait quand même là depuis une dizaine d'années, notamment depuis l'arrivée de la loi de Notré, une vraie difficulté en fait de ces communes qui ont perdu pas mal de compétences en fait à assumer le fonctionnement de ces petites antennes. Et donc il était aussi nécessaire de réfléchir en fait à notre structuration territoriale et à quel niveau de collectivité on allait pouvoir s'adresser. Quand je dis on, en fait c'est moi et le conseil d'administration de notre association qui avons décidé en fait de lancer ce projet il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Voilà. Eh bien, merci Estelle et merci tous les 4 pour ces premiers éléments de réponse. Finalement, même si vos situations sont différentes, ce que je retiens aussi finalement comme point commun, c'est que c'est le contexte d'une nouvelle arrivée. Donc finalement, voilà, voilà une nouvelle direction, hein, Laurent, Marie, vous l'avez souligné, Estelle. Voilà, contexte qui amène aussi sans doute les directions culturelles, les directions de la culture, on va le porter différemment nom, voilà, à vouloir professionnaliser, projeter l'établissement dans un contexte qui fasse sens et comme vous le dites, dans un contexte actuellement souvent de nouveaux mandats politiques, de nouvelles feuilles de route, voilà, avec des projets qui vont pouvoir éventuellement être différents derrière, mais qui amènent la nécessité de ce document. Et puis pour l'écomusée, ce que je retenais, l'écomusée de la Bintinée, Philippe, finalement, au travers de ce que tu disais, c'est aussi peut-être Jean-Luc Maillard a été l'un des fondateurs aussi de l'écomusée de la Bintinée. Et finalement, alors je ne vais pas dire que c'est un testament parce que Jean-Luc est toujours bien chez nous, bien présent, mais tu soulignais effectivement que ce PSC venait aussi comme un point d'orgue finalement de l'écriture, de l'expérimentation, voilà, de différentes actions menées depuis une vingtaine d'années. Donc, on voit bien que ce qui est aussi questionné, et on va sans doute y revenir dans le contenu, qu'est-ce que vous avez mis dans vos PSC et dans la méthode, c'est qu'est-ce que nous gardons, qu'est-ce que nous jetons éventuellement, quelle part de l'héritage par rapport à une histoire souvent ancienne de nos musées et un héritage voilà, qui peut être lourd. Hein. Je pense aux reconstitutions du musée alsacien, que vont-elles devenir, comment vous y voilà, projeter, notamment dans un contexte où tu disais, Marie, qui a des contraintes, exposition temporaire et autres, ou un contexte où voilà, la présence d'un conservateur fondateur comme Ombresse Bourguignonne, on sait voilà, l'importance qu'a pu recouvrir aussi la personnalité de Dominique Rivière, voilà, peut aussi faire peser parfois sur les enjeux de l'écriture d'un nouveau PSC. Donc peut-être qu'on peut venir sur ces questions. Ah, Philippe, tu voudrais intervenir, ouais. Mais justement, peut-être si les uns les autres, et Philippe, je te laisse la parole tout de suite, justement développer un petit peu ces enjeux spécifiques. Si vous voulez traiter peut-être d'un sujet, la question du repositionnement et voilà, du besoin éventuellement d'une nouvelle légitimité ou d'un nouveau concept, voilà, dans un nouveau contexte aussi. La question sur laquelle Philippe
Philippe, écomusée de la Bantinée et musée alsacien, vous avez commencé à développer, et ça serait intéressant que vous puissiez nous en dire plus, un nouveau projet, en tout cas un gros chantier lié à l'évolution, ce qu'on appelle parcours permanent ou l'exposition de référence. Voilà, peut-être qu'on peut commencer par ça, Philippe, et ensuite Tout à fait, Marie. c'est ce que je voulais, enfin, je voulais enchaîner sur ta présentation. Effectivement, vous connaissez tous Jean-Luc Maillard, enfin, ou beaucoup d'entre vous, puisqu'il a été un membre actif et mobilisé pour la fédération. Simplement, s'il était là, il vous dirait qu'en fait, c'est un héritage. En fait, hein. Il faut se souvenir que Jean-Luc est arrivé pour s'occuper au départ avec une formation naturaliste, plutôt du parc. Donc, qu'il a donné toute son ampleur à partir de 94 avec l'ouverture du parc agro-pastoral sur 19 hectares, hein, pour ceux qui ne connaissent pas notre établissement. Mais en fait, le parcours permanent sur lequel je travaille et qu'on s'apprête à rénover avec une ouverture prévue en 2026 et une étude de programmation qui va démarrer là au mois de janvier, euh, effectivement, c'est un héritage. Hein, alors, moins ancien que celui de Marie, enfin du musée alsacien, mais c'est un héritage puisque le musée, en fait, notre parcours permanent a été créé par François Hubert et Jean-Yves Veillard, mais concrètement, la muséo, le parcours, le discours, c'est celui mis en forme par François Hubert, qui était à l'époque directeur adjoint du musée de Bretagne, avec d'autres participations, mais je fais court. Et effectivement, ce parcours est beaucoup un parcours intuitif. Et c'est quelque chose qui a été très important pour nous parce que, en fait, on a mesuré au fil des expositions temporaires, dont je disais tout à l'heure que ça avait été un laboratoire, notamment, enfin voilà, beaucoup d'expositions temporaires, que certaines intuitions de Jean-Yves Veillard, par exemple, n'étaient pas assumées. On a longtemps dit, même les guides qui faisaient visiter, les agents qui faisaient visiter l'exposition disaient, attention, c'est une ferme qui est exceptionnelle. 60 hectares, c'est exceptionnel, c'est pas représentatif des fermes bretonnes. Alors qu'en fait, on sait aujourd'hui que la Bantinais est dans la moyenne des grandes fermes rennaises et que sur cette notion de ferme périurbaine, on est complètement représentatif. Donc, de la même manière, on avait des mobiliers assez exceptionnels dont on disait, attention, c'est une ferme riche. En fait, on sait aujourd'hui que l'ensemble du bassin de Rennes, notamment parce que les fermiers n'étaient pas propriétaires, avait un mobilier comme ça. Donc, vous voyez, je passe vraiment les détails parce qu'on pourrait en parler un moment, mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue plus synthétique de voir que finalement, après 20 ans d'expérience, enfin moi je suis arrivé en 99 à la matinée, on se rend compte que en fait on va pouvoir enfoncer le clou sur un certain nombre d'intuitions, élargir peut-être l'histoire qui était très bantino-bantinaise. Et effectivement, le souci de Jean-Luc, avant son départ en retraite l'année prochaine, c'était aussi peut-être de mettre en forme ce bilan-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui était bien dans dans l'exposition dont il a hérité de Jean-Yves Veillard, et qu'est-ce qui peut-être était moins bien et qui serait à revoir. Et c'est quelque chose qui est très important, je ne vais pas le développer maintenant, mais on va en parler tout à l'heure. Justement, quand on arrive depuis 6 mois dans un établissement, faire un bilan, ben, moi, ce que je constate, notamment dans beaucoup d'écomusées ruraux, c'est que c'est souvent un bilan à charge et qu'on peut peut-être parfois jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est une vraie question à se poser finalement. Comment est-ce qu'on arrive, quand on a des cuisines reconstituées, quand on a des pièces avec des collections énormes de céramique, comme au musée alsacien, représentées dans des conditions pas du tout réalistes, mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on gère cet héritage sans tomber dans quelque chose de complètement nouveau. Merci Philippe. Je pense qu'on se donnera le temps pour évoquer cette question dans la méthode, voilà, des contraintes, parce que, j'allais dire, arriver nouveau dans un établissement, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Et je pense qu'on abordera peut-être ce sujet aussi dans la question de combien de temps mettons pour faire un PSC, enfin quel est le temps nécessaire. Il y a pas d'école, hein, c'est plutôt des retours d'expérience que nous avons les uns les autres. Mais c'est vrai que, pour enchaîner avec ce qui a été le cadre de la commande d'un certain nombre d'entre vous, et moi, quand je suis arrivée au musée de Bretagne, c'était la même commande. Dans les 6 mois, je devais rendre le PSC. Et c'est vrai que c'est une pression, bon déjà, une charge mentale relativement forte, et la question, c'est de se dire: «Est-ce que c'est possible?» tout simplement. Voilà. Marie, peut-être par rapport justement à cette question de l'héritage, voilà, si tu veux nous en parler?
Alors, effectivement, comme tu le disais, Philippe, voilà, les Alsaciens, voilà, de par son histoire, mais il y a un autre aspect qui est important pour le musée alsacien qu'on a beaucoup développé dans le PSC, c'est le contexte de sa création. C'est quelque chose, alors je vais vous la faire court, donc c'était un musée qui était de société, enfin, un musée de société, voilà, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais d'une société créée en 1902. Hein, c'est un moment donc musée privé qui avait été fondé par des intellectuels, des artistes, dans tous ces courants qu'on retrouve un petit peu dans divers endroits de l'Europe au tournant des 19e et du 20e siècle, hein, de ce renouveau identitaire, voilà. Dont voilà, les exemples en Bretagne, en Catalogne, en Pologne, Finlande et j'en passe. Donc c'est complètement ce contexte-là en Alsace qui se double du contexte politique qui est celui de l'annexion, puisqu'à ce moment-là, on est en territoire allemand, donc c'est pour ça qu'on n'est pas amusé d'une association, puisque la loi sur les associations n'existait pas, mais d'une société privée. Voilà, et ça, ce contexte historique, ça nous a semblé vraiment très important de bien le comprendre, de vraiment bien l'asseoir. C'est pour ça que dans le PSC, il y a toute une partie qui lui est consacrée. La première partie, on revient sur l'histoire du musée, depuis sa création jusqu'à nos jours, pour qu'on comprenne, avant d'avoir cette partie bilan. Hein, voilà, c'était vraiment à l'instant T. Mais là, de comprendre comment est-ce qu'il avait évolué, parce que effectivement, certaines, même la majorité de ces reconstitutions qui se trouvent encore aujourd'hui au musée datent des premières années, c'est-à-dire des années 1904-3 pour la toute première, jusqu'en 1912. Puis après, on en a plutôt dans les années 60 et 80. Mais aujourd'hui, donc elles sont bien toujours là, mais elles ne sont plus forcément comprises comme telles. Et c'est ça qui nous a semblé très intéressant. Et dans ce que tu disais, effectivement, Céline, voilà, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain ou pas? On s'est dit, bah non, finalement, c'est une démarche qui a été assez proche de celle adoptée par le musée Arlatan. C'est de dire, mais c'est super intéressant parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe en Alsace, donc ce qu'on appelle l'éveil de la conscience alsacienne, c'est comme ça qu'on en parle ici, qui s'est traduit par la création du musée, mais également par des créations de revues. Il y a eu des cercles, des communautés d'artistes qui se sont créées. Enfin voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. On se dit, mais finalement, le musée, c'est le reflet de tout ça. C'est le reflet de tout ça, c'est le reflet aussi de confrontation politique. Hein. C'est quelque chose sur lequel aussi on a beaucoup travaillé. On a d'ailleurs une expo actuellement là-dessus. Voilà, qu'on a inauguré mardi 1909, l'Alsace en Nancy, la mention du folklore, où on revient en fait sur tous ces enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on crée un musée comme ça au début du XXe siècle en Alsace. Il y a des contextes politiques, les courants francophiles, les courants germanophiles, les personnes qui ne veulent pas trancher entre les deux, tout ça s'affronte, et le musée était le laboratoire de tout ça. Et on s'est dit, mais c'est super intéressant, mais pour l'instant, ça n'est pas du tout sensible pour le public. Donc ça, voilà, on s'est dit, il faut qu'on retravaille ça, il faut qu'on arrive à retourner vraiment, pour certaines pièces, effectivement, celles qu'on a jugées être les plus intéressantes, peut-être, c'est de retrouver l'état d'origine, en fait, vraiment retrouver les pièces, dire, voilà, c'était comme ça, et montrer pourquoi ça a été conçu comme ça. Parce qu'effectivement, on a certaines reconstitutions qui sont vraiment des reconstitutions fidèles, des intérieurs qui ont vraiment été démontés, remontés de toutes pièces, c'est le cas de la plus ancienne. Et puis, on en a d'autres qui sont complètement fantaisistes. On a un cabinet d'alchimistes, c'est complètement génial, mais évidemment, c'est complètement fantasmé. Et tout ça, en plus, a été fait par un architecte qui est aujourd'hui peut-être pas très connu, mais qui était très intéressant. C'était, qui était un jeune architecte à l'époque-là et qui, à cette époque, était membre du Werkbund, qui a ensuite exposé à l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris. Enfin, voilà. Donc, tout ça, on se dit, il faut qu'on le retravaille dessus, mais qu'on le rende sensible au public et pas comme c'était joli, les cuisines d'antan, quoi. C'est ça. Alors, je le fais un peu dur. Je pense les personnes qui sont dans cette démarche-là, il faut le respecter, notamment, je pense, par exemple, pour le jeune public, ça marche très bien en plus, hein, vis-à-vis du public, les gens adorent. Mais on peut aussi apporter un autre discours, expliquer, pourquoi ça s'est fait, comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a fait ça. Et ça, je trouve que c'est aussi super intéressant et c'est très contemporain. Voilà, parce que ça permet de tirer plein de choses sur des questions qui se posent aujourd'hui dans notre société. Merci Marie. Est-ce que Laurent, Estelle, vous voulez rebondir justement sur ce questionnement? Oui, ou Estelle, si vous voulez intervenir, comment? Finalement, sur cette question en fait de qu'est-ce qu'on garde en fait de l'ancien musée,
son ancien fonctionnement. C'est une question qui se pose beaucoup à l'écomusée de la Bresse bourguignonne, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, l'écomusée a été dirigé pendant 40 ans par Dominique Rivière, et que dans beaucoup d'aspects, en fait, il a marqué de sa personnalité, en fait, énormément d'aspects de l'établissement, que ça aille dans la création de la collection, qu'il a créée de toutes pièces, ou même le fonctionnement interne. Et c'est vrai qu'en fait, pour nous, la question qui se pose dans le PSC actuel, c'est de savoir comment on fait perdurer, en fait, ce qu'il a créé, alors qu'il est en retraite actuellement, quoi. C'est-à-dire comment on passe derrière lui et comment on fait en sorte que le travail de 35 ans puisse quand même perdurer d'une certaine manière, même si on sent bien que voilà, il y a une nécessité de le faire évoluer. Mais est-ce que, par exemple, vous parliez de la contrainte, hein, des moyens. Alors c'est vrai que j'avais perdu, vous voyez, même nous, qui sommes pourtant proches, et moi j'ai travaillé pas très loin de l'écomusée de la Bresse bourguignonne, j'avais cette vision, oui, d'un lien avec le département finalement beaucoup plus fort parce que lui-même, de mémoire, il était aussi, j'avais en tête qu'il était aussi mis à disposition en tant que conservateur départemental, mais peut-être que je fais erreur. Du coup, dans ce contexte de, je vais dire, raréfaction peut-être de la manne, on a vu, à d'autres endroits, je pense notamment, sur le réseau, des musées techniques et culture, comtoise, voilà, qui s'est aussi entre guillemets, «effondré» et qui a amené aussi un repositionnement et un éclatement, voilà, de ces structures de musées en réseau, qui étaient beaucoup reliées à des politiques très volontaristes sur le patrimoine portées par les départements. Est-ce que du coup, dans les enjeux du PSC, vous avez aussi cette problématique, voilà, d'enjeu de quel aménagement culturel du territoire et comment concilier, j'allais dire je vais pas dire une maison de mer, mais la question d'une tête de pont peut-être avec la question d'une diversité de sites? Et est-ce que vous Mmh. y travaillez avec d'autres, acteurs, du coup, Mmh. Alors, pour répondre à votre question, en fait, notre financeur principal reste le département de Saône-et-Loire, puisqu'il est propriétaire du château et qu'il fait la totalité de son entretien et qui met du coup aussi à disposition 5 postes, dont le poste de directeur, donc celui de voilà. Dominique Rivière et le mien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une demande voilà, du département et de nos autres financeurs, puisqu'on est finalement financé par tous les niveaux de collectivité, donc la DRAC, la région, les communes et les intercos, de s'interroger un peu sur l'avenir de cet écomusée. Et c'est vrai que de par en fait notre ancrage territorial avec 11 sites, donc sur un territoire qui fait à peu près 1600 mètres carrés, hein, c'est un cinquième de la Saône-et-Loire. En fait, notre PSC aborde beaucoup la question de la politique culturelle sur ce territoire-là. On est en milieu rural, vous savez qu'on a finalement très peu de structures culturelles professionnalisées. La politique culturelle repose quand même beaucoup sur le milieu associatif. Et donc, en fait, on a beaucoup travaillé avec les quelques partenaires locaux de politique culturelle, l'éducation populaire aussi beaucoup, et presque plus qu'un projet d'établissement, on est aussi parfois dans d'un projet de politique culturelle pour le territoire. D'accord, parce que du coup, on va venir sur la méthode, mais finalement par rapport à cette question voilà, des enjeux, la question que j'aurais eu envie de vous poser, c'est, est-ce que la feuille de route finalement elle est toute à écrire, elle est blanche? Ou est-ce que du coup l'écriture du PSC, bon, c'est une question que j'aurais pu poser aux autres aussi, et peut-être que Laurent, tu y viendras, parce que tu as des enjeux à Bordeaux que, voilà, que je connais et je pense que tu viendras là-dessus, s'inscrit aussi dans le cadre d'une politique culturelle, voilà, forte, portée, avec des enjeux spécifiques. C'est un peu ça la question. Mmh. Alors, en territoire rural, vous savez que les politiques culturelles, c'est souvent la 8e roue du carrosse, hein. Les élus sont souvent, assez peu, sensibles aux politiques culturelles, hein. Et on va dire, à mon sens, tout l'enjeu des territoires ruraux, c'est de réussir, en fait, à associer un projet de politique culturelle avec d'autres projets, politiques, que ça soit, d'animation, d'éducation populaire, de mobilité douce et cetera. Et on va dire que la commande, elle n'a pas été faite en ce sens-là, hein. La commande, ça n'a pas été réfléchissez à la politique culturelle de la Bresse bourguignonne sur laquelle vous intervenez. Mais on va dire que en fait, on en vient, en fait, puisqu'on est justement une des rares structures culturelles de notre territoire, et que du coup, quand on s'interroge sur nos actions, et ben forcément vient ce sujet-là. Mais on va dire le PSC met en avant l'intérêt de la mise en place d'une politique culturelle, mais ce n'est pas dans le sens inverse, quoi. On ne nous a pas demandé de réfléchir à une politique culturelle du territoire. Laurent, peut-être sur ces enjeux justement de cadre? Oui, alors peut-être pour revenir sur la question précédente là, qui a été posée sur l'héritage, et après je
je ferai la transition vers la relation avec la politique publique municipale. Donc moi j'ai pris mon poste donc à la suite de François Hubert. Donc on voit aussi la proximité qui peut y avoir les relations entre Rennes et Bordeaux, notamment à travers sa personnalité, son action. Moi, je me suis inscrit aussi, comment dire, dans cet héritage avec, on va dire, une mutation douce, je pense, qui s'est faite en lien avec l'équipe. Mais je crois surtout que la notion d'héritage, en fait, elle s'est faite, ou plutôt un droit d'inventaire, s'est fait par rapport à Georges-Henri Rivière. Et les journées d'études qui ont été consacrées à Georges-Henri Rivière m'ont été vraiment extrêmement précieuses parce que donc j'avais fait une petite intervention là donc pour cette journée organisée par la FEMS et j'avais été très surpris en fait quand je suis arrivé ou quand je suis revenu à Bordeaux du peu de place qui était octroyée dans la médiation par rapport au bâtiment, par rapport à l'édifice. En fait, qui est un ancien palais des facultés de 1886, qui a été un bâtiment vraiment extrêmement innovant à l'époque pour les facultés des lettres et des sciences, avec une histoire extrêmement forte. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle toujours pas. Dans quelques jours, on va vraiment en parler avec un dispositif là, qui va être mis en place. Et on l'espère inaugurer la semaine prochaine si la Covid nous le permet. Mais en fait, comment dire, le bâtiment est totalement absent des actions de médiation et vraiment absent aussi des précédents projets scientifiques et culturels. Et en fait, pour en avoir discuté avec l'équipe, avec une directrice précédente, Hélène Lafont-Couturier, je me suis rendu compte que Georges-Henri Rivière, qui a été un des co-rédacteurs du programme du Musée d'Aquitaine en 1963, a joué un rôle, même jusqu'à nos jours, très important dans l'influence que ça a pu avoir en termes notamment de muséographie, d'interprétation du site. Et par rapport à ça, donc, tu évoqué qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. Ça, c'est vraiment en fait un changement assez radical, je pense, qui est donné dans notre PSC. C'est l'une des problématiques, c'était de se dire par rapport à ce musée qui est en plein cœur de ville, qui est à la fois un musée d'histoire de ville, un musée municipal qui raconte l'histoire de Bordeaux, et en même temps un musée régional qui s'appelle Musée d'Aquitaine, et en même temps qui conserve des collections extra-occidentales qui sont très liées à l'histoire coloniale du port de Bordeaux. Comment on arrive à faire le lien? Et le lien pour nous, en fait, c'est le bâtiment, tout simplement. C'est le bâtiment, en fait, qui sert de réceptacle, en fait, à l'ensemble de ces collections, plus d'autres musées qui sont placés sous notre responsabilité. Et par rapport à ça, c'est, je pense, voilà, une inflexion et une marque assez forte de se dire, et je pense que c'est aussi très lié, sans doute, à mon parcours au départ. Encore une fois, on a travaillé très collectivement, donc je pense qu'il y avait vraiment une adhésion à un comité scientifique qui nous a accompagnés, mais c'est vraiment essayer de bien comprendre l'héritage et de bien comprendre l'esprit des lieux pour s'en nourrir. Ça ne veut pas forcément dire tout garder, bien évidemment, mais pour essayer justement d'imaginer quelque chose pour la suite. En ce qui concerne la question très rapidement donc, de la commande publique et de la politique publique, ce PSC en fait a été rédigé grosso modo en 2 années. Donc, dans le cadre d'une mandature sous l'ère d'Alain Juppé. Ensuite, il y a une transition donc, de 10 mois avec son remplaçant, qui s'appelle Nicolas Florian. Il y avait la seule commande, c'était la rédaction d'un PSC, mais ce PSC, en fait, ce travail a suscité, je dirais, un intérêt, une prise de conscience, justement, de l'intérêt de ce bâtiment,
avec la redécouverte du tombeau de Michel de Montaigne dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, avec un certain nombre d'autres informations qui apparaissaient par rapport à l'histoire de ce bâtiment, et tout simplement de se dire, on a 1 300 000 pièces, on a 2 musées sur 3 qui sont fermés au public, 60% du bâtiment est occupé par des réserves. Ça serait sans doute intéressant et pertinent de réfléchir à redonner de l'oxygène à ce bâtiment, à gagner des milliers de mètres carrés en développant donc un programme de réserve externe. Ce projet, donc, on nous a permis de réaliser une étude de faisabilité, de pouvoir vraiment avancer au maximum avec les délais impartis donc, sur ce projet-là. Ensuite, il y a eu le Covid. La Covid, il y a eu les élections qui ont été retardées de 6 mois. Et donc, finalement, c'est l'autre équipe municipale, donc de gauche plurielle, qui a voté le projet scientifique et culturel en septembre 2020. C'était vraiment le premier gros projet culturel qui a été adopté par la nouvelle majorité. Donc là, maintenant, ce qu'on essaie de voir, c'est justement comment on arrive à être porté véritablement politiquement pour la mise en œuvre de ce PSC qui a été discuté avec l'équipe précédente. On a essayé, c'était juste au départ, donc après les élections, donc de voir aussi les résonances qu'il y avait avec le projet politique actuel. Mais c'est vrai qu'on est parti très vite, très tôt finalement. Et donc aujourd'hui, voilà, tout l'enjeu va être de faire en sorte qu'il y ait des bonnes articulations entre le projet politique, le projet de mandature et ses priorités, et le projet du musée d'Aquitaine. Merci Laurent pour ces précisions. Tu as pu aborder voilà, beaucoup de sujets. Finalement, cette question aussi de la durée, enfin durée d'élaboration du PSC et déjà quelques éléments de méthode. Voilà, peut-être une question là aussi à la fois courte, mais j'aimerais bien que vous développiez puisqu'il nous reste voilà, une petite vingtaine de minutes et après je propose qu'on passe plutôt sur un jeu de questions avec nos participants. Voilà, revenir sur ces questions de méthode. Comment avez-vous travaillé? Avez-vous travaillé seul? Bon, je sais bien que non, mais au sein de vos équipes, le travail avec les partenaires, voilà. Comment avez-vous construit aussi la méthodologie d'élaboration de ce PSC? Et dans quelle durée? Enfin, voilà, Laurent nous parlait de 2 ans. Est-ce que 2 ans, c'est un délai raisonnable? Parfois des PSC mettent beaucoup de temps et ça s'étire en longueur. Du coup, quel est le sens aussi par rapport à ce qu'est la durée d'un mandat politique, hein? C'est un vrai sujet et comment on arrive à concilier ou pas, voilà, le temps long de nos musées et en même temps la nécessité à un moment donné de formaliser et puis, celle des mandats, où se situent aussi les décisions. Et puis peut-être le deuxième jeu de questions, si vous pouvez l'aborder dans le même temps, c'est quel temps, durée, on va dire, avez-vous envisagé pour votre PSC? Et au-delà, on va dire, de l'écriture de ce PSC, comment avez-vous pensé, réfléchi pour en faire ensuite non pas un document voilà, qui va servir à caler une porte, mais bien un document qui va pouvoir être utilisé et comment il va peut-être nourrir aussi dans sa mise en œuvre, voilà, servir de document opérationnel. Voilà, donc on peut reprendre l'ordre, hein, Marie ou Philippe, si vous voulez commencer l'un ou l'autre. Bon, alors, merci Philippe, qui est très galant, qui me cède du coup la parole. Alors, rapidement, j'essaie de pas trop m'étendre. Pour ce qui est de la méthode, en fait, alors, mais finalement, tes deux questions, la méthode et la temporalité, vont se rejoindre. En fait, moi, j'ai souhaité j'ai souhaité qu'on s'attelle à un PSC assez rapidement après mon arrivée, mais je ne sais plus qui disait, je ne sais plus si c'était toi Céline ou Philippe, je souhaitais aussi avoir le temps quand même de découvrir un petit peu l'institution, de profiter de ces deux aspects en fait, à la fois ce regard extérieur, en plus moi je ne venais pas du milieu des musées, voilà, puisque mon précédent poste, moi je venais plutôt de l'inventaire. Donc, je découvrais, alors pas complètement le milieu des musées, j'avais déjà travaillé en musée avant, mais en tout cas le milieu des musées de société.
aussi. Donc, j'avais besoin à la fois de ce temps d'acclimatation avant de construire un projet, mais je souhaitais aussi profiter vraiment de ce regard un peu neuf pour, voilà. Donc, moi, j'ai souhaité, on va dire, les 6 premiers mois qui ont suivi de ma prise de poste, j'ai fait une sorte de rapport d'étonnement, comme on dit, et j'ai souhaité le partager avec l'équipe. C'est-à-dire que j'avais noté des questions, des choses, je dis voilà, bah tiens, il y a ça, et je voulais qu'on en discute. Et alors en fait, là, c'est-à-dire que je leur posais je leur donnais ces questions-là, et puis je disais, bah voilà, parlez-en, discutez-en entre vous, et moi je prends les notes. Ensuite, je voulais vraiment me mettre en retrait parce que je voulais les entendre là-dessus, et je voulais pas du tout, voilà, je voulais que la parole soit vraiment libre. Ça a été un premier temps. Ensuite, une fois qu'on avait vraiment, sous cette forme d'échange, on a fait une sorte de pré-PSC, c'est-à-dire un document qui faisait une dizaine de pages et que j'ai soumis à notre directeur, puisque les musées de Strasbourg sont un musée, c'est un réseau de 11 établissements muséaux, et donc avec un directeur des musées de Strasbourg. Et donc, voilà, donc j'ai soumis ce document à notre directeur, qui est lui aussi entré en fonction. On est arrivé à peu près en même temps dans les musées de Strasbourg. Voilà, pour savoir si je faisais bonne route. Évidemment, ce document a été soumis à la direction de la culture, aux élus et à la DRAC. J'ai souhaité tout de suite associer la DRAC, la conseillère musée, voilà, et qui l'a transmis elle aussi au SMF. Donc voilà, ce document pour dire, bon, bah voilà, est-ce que, à votre avis, je tape complètement à côté ou est-ce qu'on va dans le bon sens? Et une fois que ce document a été validé, on s'est vraiment mis ensuite à l'écriture du PSC, qui encore une fois, ça a été vraiment un travail collectif. Hein. J'ai souhaité que vraiment toute l'équipe, et pas seulement l'équipe de conservation de médiation, hein, on a associé les agents d'accueil, les caissières, les agents de sécurité, hein, qui chez nous sont distincts des agents d'accueil et de surveillance, les services transversaux, puisqu'on a des services qui sont partagés, mutualisés à l'échelle du réseau des musées. Voilà. Et au sein de l'équipe du musée, il y avait différentes personnes qui étaient responsables d'ateliers, en fait, hein, et qui les animaient. Donc, c'était aussi là, je souhaitais aussi que ce soit pas, de loin, pas systématiquement moi. Voilà. On n'a pas mis en place de comité scientifique pour différentes raisons, partagées avec Paul, donc le directeur des musées. En revanche, on a vraiment eu beaucoup de temps d'échanges bilatéraux avec différentes structures, tant en France aussi qu'à l'étranger. Et enfin, j'ai confié un travail à 2 personnes de l'équipe du musée pendant quasi 1 an. Et ça, c'était parallèlement à la tenue de ces ateliers, d'un travail auprès, alors non pas des publics, parce que je voulais pas seulement les publics du musée, mais je voulais les habitants. Les habitants du territoire, alors on s'est posé aussi la question, on est un musée municipal, mais on parle d'un territoire régional, enfin maintenant qui est plus, enfin c'est plus Grand Est, mais c'est autre chose. Donc ces 2 personnes, en fait, ces 2 jeunes femmes, donc c'était de l'équipe, sont allées au devant d'habitants, questionner sur l'image qu'ils avaient du musée, sur comment est-ce qu'ils, s'ils devaient se rénover, voilà, comment ils se projetteraient dedans, qu'est-ce qu'ils imagineraient, qu'est-ce qu'ils aimeraient y trouver, voilà, beaucoup de questions comme ça, donc ça a été très riche. Alors, et en fait, avec toute cette matière, on a commencé à écrire le PSC à proprement parler. Donc, au niveau de la temporalité, si je reviens, pour répondre à ta deuxième question, on a fait ce travail-là en 2019 et l'écriture à proprement parler du PSC, on a mis à profit le confinement, le premier confinement. Et donc, voilà, on a eu une première version du PSC à l'été 2020. Et en fait, depuis cette période, le PSC n'a pas fondamentalement changé, il s'est plutôt enrichi de relecture de la part du SMF, de la DRAC, notre conseillère musée, de notre directeur, des élus. Voilà, donc là, effectivement, il n'est pas encore passé en conseil municipal, il va passer tout début 2022, mais c'est un document qui est voilà, maintenant vraiment consolidé. Hein, et voilà. Voilà. Et pour la durée du PSC, là aussi, alors... Bon, moi, je dirais, vu le travail, je n'ai pas forcément envie d'en refaire un dans 3 ou 4 ans, quoi. J'espère qu'il pourra durer un petit peu plus longtemps. On va dire que c'est, moi, je dirais que c'est à peu près 10 ans, j'aimerais bien, à peu près. Hein. Le précédent datait d'une grosse dizaine d'années, puisqu'il datait de 2007. Et en fait, nous, c'était plus aussi une temporalité. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est plus une temporalité opérationnelle. C'est-à-dire que ce PSC, il a pour objet de rendre possible la rénovation-extension du musée et de nous mettre en ordre de marche
Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il faudrait faire avant que le chantier s'engage. Voilà, donc c'est plutôt cette temporalité-là, sachant que ça n'a pas été encore ni voté ni budgété. Donc on sait qu'il y a une envie, une appétence de la part de la précédente équipe municipale et de la nouvelle, puisque nous aussi on a eu un changement d'équipe municipale. Mais on sait que c'est pas ce mandat, ce sera peut-être le mandat suivant, ça je ne sais pas, voilà, tout ça, mais voilà, on sait qu'on travaille en gros entre 5 à 10 ans. Au-delà, je pense qu'il commencerait vraiment à être vieux et il faudrait le reprendre de toute façon. Voilà. Merci Marie. Je pense que c'était très éclairant parce qu'à la fois tu t'es confrontée à des problématiques concrètes, parce qu'il y aura des questions sur cette relation aux habitants, qui rejoint un peu parfois les sujets qu'on appelle de comité des usagers. Et la question de temporalité, je pense que c'est un élément important parce que finalement tu sais que tu vas pouvoir te projeter dans des objectifs voilà, opérationnels de court ou moyen terme, du coup, qui sont inscrits dans le sens du PSC, mais que tu as un sens de long terme, mais dont tu sais pertinemment entre guillemets, qu'il n'est pas calé, qu'il n'est pas daté. Et de le savoir, c'est peut-être aussi, alors je vais pas dire rassurant, mais c'est peut-être moins frustrant que d'énoncer aussi un certain nombre d'objectifs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on aurait aussi pu quand même, vous auriez aussi pu dire, un PSC, si on veut qu'il soit approprié par les équipes, il ne faut pas que ça soit un rêve ou une utopie, il faut que ça soit un PSC dont les objectifs sont smart, entre guillemets, sont atteignables et mesurables. Voilà, Philippe, peut-être là-dessus? Alors, très clairement, notre PSC, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas eu dans le chat. Notre PSC est vraiment orienté rénovation. Donc, 2020-2026, on inaugure, normalement, si tout se passe bien, en tout cas, c'est parti pour, on inaugure la nouvelle exposition temporaire en 2020, la nouvelle exposition permanente, pardon, en 2026. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent la Bintinaire, on a une salle d'exposition temporaire, donc inaugurée en 2011, qui, voilà, ça ronronne, enfin ça ronronne pas, pardon, ça tourne, quoi. C'est vraiment un moteur pour notre fréquentation. On a eu un parc agropastoral aussi qui est un moteur pour notre fréquentation, et clairement une expo permanente qui était un peu en retrait dans son état de 87. Donc, tu parlais des agents, enfin des personnels, Céline, effectivement, une notion un petit peu, peut-être une impression un peu d'abandon, notamment pour les agents, les médiateurs, les agents d'accueil, du patrimoine qui intervenaient dans cet espace permanent. Et donc, le PSC, à l'appui d'études des publics qui ont eu lieu 3 fois autour des études approfondies qui ont eu lieu 3 fois depuis 87, mais la dernière en 2017, études des publics très importantes puisqu'elle montrait l'ancrage local très fort. 25% de nos visiteurs sont venus visiter plus de 5 fois le lieu. Et pour faire court, 90% de nos visiteurs viennent d'Ille-et-Vilaine et 80% de Rennes Métropole. Donc vraiment un ancrage très fort. Donc la fréquentation des expositions, les retours de nos élus étaient des éléments très forts par rapport à ce qui marchait. Et effectivement, le PSC, donc, dans sa partie bilan, on fanfaronne pas, mais en tout cas, on met en valeur ce qui a marché. Et dans la partie projet, effectivement, on touche pas tellement aux expos temporaires, ou on développe pas spécialement les expos temporaires ou le parc agropastoral, qui, de toute façon, d'ici 2026, vont pas changer. On se concentre, on se permet, du coup, du fait du calendrier et de nos moyens, de se concentrer vraiment sur le permanent et sur le parcours permanent. Alors, ce parcours permanent, du coup, il a été élaboré, je dirais, autour d'axes très forts. Je le disais, les expositions temporaires ont été un laboratoire. Donc, je dirais, un premier sujet, c'était de constater que traiter le contemporain, c'était, en fait, on le faisait dans nos expositions temporaires, et on le faisait notamment en montrant des objets anciens. Je pourrais le développer s'il y a des questions, mais on a vu au fil de nos expositions temporaires que c'était pas forcément en interviewant des élus d'aujourd'hui, ou en présentant des objets du quotidien, ou en traitant des algues vertes ou de sujets problématiques aujourd'hui en Bretagne, qu'on intéressait le visiteur, qui peut-être avait déjà vu ça à la télé, ou avait déjà lu ça dans le journal municipal, et qu'effectivement, des objets bien choisis qui questionnaient des problématiques contemporaines pouvaient être aussi efficaces finalement pour créer un débat. Déjà, ça a été un premier aspect très important, bien distinguer le contemporain
entre ce qui va être traité en muséographie, ce qui va être traité dans un appareil voilà, de débat, de rencontres, donc dans toute une action culturelle autour de cette exposition. Le deuxième axe très important, c'était la question chronothématique et géographique surtout, puisque nos expositions temporaires, malheureusement, à la faveur de l'affaiblissement, de la disparition d'un certain nombre d'établissements agricoles, enfin d'histoire agricole en Bretagne, on a été amené sur des sujets vraiment agronomiques ou environnementaux à traiter à l'échelle régionale, ces thématiques. Et dans le PSC, on a affirmé finalement cette espèce de dichotomie, ce paradoxe. Notre exposition permanente, elle traite de Rennes et du Pays de Rennes, puisqu'on est vraiment aux portes de la ville, tandis que nos expos temporaires, en fonction des thématiques, s'autorisent des élargissements régionaux, voire Grand Ouest. Et puis le dernier point, c'était le constat parmi nos visiteurs, finalement, d'un grand intérêt pour les questions d'alimentation, je pense que vous avez pu constater vous aussi, mais une grande méconnaissance des mécanismes de l'agronomie, des mécanismes du monde agricole, et donc la volonté, là, pour le coup, d'un nouvel espace qui est développé assez largement dans le projet scientifique et culturel, un espace qu'on appelle pour l'instant la Halle du Vivant, mais qui a vraiment comme objectif de livrer un certain nombre de clés de compréhension, hein, un espace très didactique, qui s'appuie sur des collections patrimoniales, là encore, mais très didactique, pour traiter des différentes questions agronomiques, pour faire simple, hein, comment est-ce que l'homme a domestiqué dans l'histoire et aujourd'hui les sols, comment l'homme a domestiqué les plantes et ensuite comment l'homme a domestiqué l'animal. Donc à chaque fois en abordant voilà, une dimension plus didactique et puis forcément des aspects agro-environnementaux, des problématiques agro-environnementales. Donc voilà, je dirais pas les trois axes parce que vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'axes thématiques dans notre PSC, mais voilà les trois angles forts qui ont vraiment caractérisé le document qu'on a présenté. Merci Philippe. Ouais, juste sur ma note, sur mes notes, la question du conseil scientifique, donc effectivement, du fait de la grande diversité de nos thématiques, on a, nous, privilégié plutôt des conclaves quand on réunit des vétérinaires ou des responsables de services agricoles. Effectivement, c'est pas du tout la même question que quand on travaille sur Rennes au XVIIIe siècle et l'importance pour les bourgeois rennais d'avoir un pied-à-terre en campagne. Et de fait, on a plutôt privilégié, effectivement, pour éviter des grands-messes où chacun s'écoute, plutôt des conclaves thématiques. Ouais, c'était le dernier point. Pardon. Estelle, peut-être, si vous voulez enchaîner sur cette question justement voilà, de la méthode et puis aussi des axes pressentis. Alors, nous, sur la question de la méthode, on s'était donné à peu près 2 ans pour réaliser le PSC. Et c'est vrai qu'en fait, la crise sanitaire est venue un peu faire exploser tout ça, puisque dans l'équipe, il y a donc 5 agents départementaux qui ont un statut de fonctionnaire, mais tous les autres salariés, en fait, sont à un statut privé associatif. Et donc, du coup, on a été touchés par le chômage partiel en 2020, en fait, sur une très grande partie de l'année. Et il y a une grosse partie des équipes, en fait, qui ont été en chômage partiel. Et notamment, j'avais réussi, en fait, à faire financer via une subvention le recrutement d'une personne, en fait, qui me seconde encore aujourd'hui sur la rédaction du PSC. Malheureusement, en fait, elle a été mise en chômage partiel en fait, au début de son contrat, puisque voilà, pour des soucis financiers, on a été obligé un peu de tout arrêter. Finalement, le PSC a vraiment commencé en septembre 2020 et pendant presque 6 mois, cette personne a travaillé en fait, sur le bilan. Puisque finalement, il y a voilà, le départ de l'ancien directeur, des salariés qui sont aussi partis, ont fait qu'on s'est un peu retrouvé finalement à devoir rechercher énormément de données. Il y avait très peu d'études de public qui avaient été faites ces 20 dernières années. Et en plus, on faisait finalement le bilan de 11 sites, donc 11 fonctionnements différents, 11 thématiques différentes, 11 équipes différentes, etc. Donc en fait, on a passé énormément de temps sur le bilan et à rencontrer aussi énormément on a fait, je crois, plus d'une 50aine d'entretiens avec différents représentants du territoire. Donc, ça allait de l'habitant jusqu'aux députés européens, par exemple, pour les interroger sur en fait, leur vision actuelle du PSC et un petit peu comme ce qui s'est passé pour Marie Pottecher, un peu aussi sur la manière dont ils pouvaient se projeter.
Et finalement, tout ce bilan a été validé en mars 2020 avec la mise en place d'un comité de pilotage où l'ensemble de nos financeurs étaient présents et on avait posé un petit peu les grands enjeux sur lesquels il fallait que la partie prospective commence un petit peu à travailler. Et finalement, un peu comme en Alsace aussi, la partie prospective a été rédigée avec l'aide d'un... Alors nous, on n'appelle pas ça un comité scientifique, on parle plus d'un comité de suivi composé d'universitaires et de conservateurs du territoire qui nous ont un petit peu guidés justement sur la manière de réfléchir sur les grandes problématiques qu'avait posé le bilan. Et on a abouti en fait à une sorte de prétexte d'une quinzaine de pages qui pose 4 grands enjeux et qui a aussi été soumis à une sorte de prévalidation à notre conseil d'administration et à nos financeurs. Et là, ça a été fait en septembre de cette année. Et finalement, depuis septembre, on travaille vraiment à la déclinaison de ces grands enjeux qui restent quand même un peu théoriques en actions très concrètes, puisque c'est vrai qu'on est une petite structure, on a des petits moyens et on a besoin aussi de pouvoir mettre des choses et des actions très concrètes derrière ce PSC. Et on espère pouvoir, on se projette en fait sur la rédaction de fiches actions qui découlent des quatre grands enjeux qui ont été prévalidés. Et on espère pouvoir faire valider tout ça au premier trimestre 2022, déjà à notre conseil d'administration et ensuite à nos financeurs. En ce qui concerne la relation avec la DRAC, ça a été un petit peu compliqué pour nous parce qu'en fait, on dépend de la DRAC de Besançon, donc de Franche-Comté. On a pu travailler avec Annie Cordelier, que vous connaissez peut-être, sur la partie méthodologie, parce que c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup interrogé au départ sur la méthodologie de travail. Mais malheureusement, elle est partie en retraite assez rapidement. Elle a été remplacée par un autre conseiller musée qui est lui aussi parti au bout de 7 mois. Et finalement, là, on vient tout juste d'avoir notre nouvelle conseillère musée à qui, en fait, il faut réexpliquer en fait, la totalité du projet. Donc finalement, avec la DRAC, on a pour l'instant assez peu discuté, même si le SMF a été invité en fait, à certains ateliers participatifs, parce que c'est peut-être le dernier point que je voulais soulever. Nous avons un statut associatif, nous avons de nombreux bénévoles très investis dans notre structure, ne serait-ce que le conseil d'administration. Nous avons un lien très fort avec les habitants, qui a été révélé notamment par une étude ethnologique sur nos publics et non publics, et ça a montré quand même un attachement assez fort à la structure, même si finalement, les gens sont attachés à la structure, même si finalement ils n'y vont pas tant que ça. Et donc, du coup, on a mis en place une méthode participative. Là aussi, grâce à des demandes de subventions, on a pu se faire accompagner par un cabinet spécialisé dans l'animation en fait, participative. Et on a fait plusieurs ateliers, notamment, je pense, un gros atelier qui a été extrêmement fructueux, où on a vraiment interrogé la vocation de l'écomusée, à quoi sert l'écomusée sur son territoire. Et on a invité une 60aine de personnes qui ont travaillé ensemble sur cette grande vocation, ce qui nous a permis ensuite de décliner ce fameux premier texte qu'on a bien sûr affiné ensuite avec le comité de suivi, mais qui a permis quand même de bien faire avancer le PSC. Et ce même cabinet nous a aidés dans l'animation d'ateliers plus précis sur des thématiques comme les publics, les collections, à la fois avec des experts et aussi bien sûr avec tous les salariés de la structure. Donc, on arrive peut-être oui. petite question, ce cabinet, je ne sais plus, on s'en fiche un peu si c'est un cabinet spécialisé dans l'ingénierie ou plutôt dans la facilitation. Vous, il vous a apporté de la ressource humaine et des compétences aussi d'animation. Est-ce que c'est des choses que vous auriez pu faire vous tout seul ou c'était des compétences nouvelles qui ont été apportées aussi par cette intervention-là que vous n'aviez pas tout simplement? Je pense que c'est un cabinet qui nous a vraiment apporté des compétences nouvelles, en fait. Il a vraiment mis en place des méthodes participatives. Je pense qu'on aurait sans doute pu s'y pencher et y passer du temps pour créer nous-mêmes la propre animation d'atelier. Mais en fait, le manque de moyens, de temps, parce que comme vous tous, en parallèle, on a quand même la totalité de la structure à gérer. Il nous a semblé plus simple en fait, de s'adresser à ce cabinet, et notamment parce que financièrement, ça a été possible grâce à une subvention qui nous a été accordée en ce sens-là. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu la subvention, on aurait été obligé de le faire en interne, mais sans doute ça aurait pris plus de temps pour se familiariser avec ces méthodes participatives. Merci Estelle. Peut-être pour terminer, et puis après on laisse la parole un petit peu à l'auditoire, Laurent, peut-être sur ces enjeux de méthode? Oui, sur les enjeux de méthode, là, quand je suis arrivé à Bordeaux, vraiment, mon souhait, c'était qu'on travaille le plus collectivement possible. Là aussi, ça a été dit pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, qu'on puisse confronter les points de vue.
et qu'on puisse, dans un premier temps, avoir un diagnostic qui soit partagé. Donc très vite, en fait, j'ai mis en place des visites du musée en se disant bah, qu'est-ce qui fait vraiment la particularité ou l'une des particularités de ce musée, c'est comme dans beaucoup de musées, bien sûr, hein, c'est son parcours de référence. Hein. D'ailleurs, le nom dit bien ce qu'il veut dire. Et qu'on puisse pouvoir l'observer ensemble. Donc, j'ai mis en place en fait 10 visites pour la totalité donc, des agents du musée. Donc, ça correspond à une soixantaine de personnes aussi avec les autres établissements qui sont placés sous notre responsabilité. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une espèce de grille de lecture de chaque grande salle ou grande période qui était couverte. Et donc, à partir de ça, on a fait une espèce de synthèse en se disant, voilà, collectivement, quels sont, de notre point de vue, les points d'amélioration qu'on pourrait apporter donc, à ce parcours permanent. Ça a été vraiment le départ. Et à partir de ça, je crois qu'on était tous d'accord. C'était aussi très intéressant de pouvoir recueillir la vie des personnes qui sont dans les salles, hein, des gardiens, qui voient aussi les réactions du public, qui voient les commentaires, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment essayé de s'appuyer là-dessus. On a mis en place aussi un autre chantier qui est un chantier autour de l'identité et de l'image du musée d'Aquitaine, là avec un plus petit groupe d'une douzaine de personnes. On a constitué un comité scientifique d'une quarantaine de personnes. Alors, ce qui peut paraître énorme, mais en fait, qui a plutôt bien marché parce que, bon, là aussi, on est sur des thématiques très, très, très variées, très, très diverses. On couvre 400 000 ans d'histoire et on a mis en place aussi des ateliers thématiques ou par grande période, un comité de pilotage aussi. Voilà, et donc on a avancé pendant 2 ans avec un premier document très court, là aussi qu'on a partagé avec notre directrice de la culture de l'époque, et puis aussi donc avec les élus, et donc on a avancé comme ça pendant 2 années. Eh bien, merci Laurent, voilà pour cette présentation. Je propose, voilà, en quelques mots de conclusion et puis ensuite on passe peut-être aussi à vos propres questions. Ce que je retiens de vos 4 présentations, bah, c'est qu'il n'y a pas de modèle, hein, de PSC, de format, de méthode, d'enjeu. De ce que vous exprimez, c'est quand même, plutôt comment dire? La satisfaction, que vous avez eue à vous projeter dans ce type de projet, voilà, qui donne du sens, à notre action et qui est vraiment utile, hein, vous n'y êtes pas allés en traînant, les pieds. Hem, voilà, par contre, voilà, il suppose, ce que je retiens aussi, c'est qu'il soulève finalement un certain nombre de questionnements qui peuvent amener des difficultés et que parfois l'injonction, hein, qui peut venir, voilà, du politique, de la tutelle, voire de la DRAC, à rendre, dans des délais parfois contraints un document, voilà, peut être un facteur, notamment pour le directeur qui porte aussi la responsabilité, hein, de l'établissement et de son positionnement, de difficultés dans la mesure où on aimerait, mais ça peut être un des éléments peut-être aussi, pourquoi pas qu'on intègre dans le PSC, qui suppose du temps, qui suppose qu'on expérimente avant de donner des réponses, fermes et définitives. Et donc, c'est aussi cette question du droit à l'erreur ou à l'expérimentation, qui pourrait être un des éléments, voilà, à intégrer dans un PSC où tout n'est pas, figé, où on n'est pas dans voilà, figé dans du marbre ou dans de la pierre. Voilà un peu ce que je retiens. Moi, j'ai eu un peu la même expérience que vous, au musée de Bretagne où on a mis notre PSC, voilà, moi je suis arrivée, fin 2012 au musée. Le PSC est sorti, validé officiellement, mi-2015, donc 2 ans et demi. Au départ, la directrice de la culture, entre guillemets, «m'avait donné 6 mois». Très clairement, ça n'a pas été possible, hein, Par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est que et ça rejoint un peu ce que tu disais Marie, c'est que, le PSC aujourd'hui du musée, j'allais dire, il est entre guillemets «fini» en théorie dans ses bandes temporelles puisque c'était un PSC qu'on avait borné de 2015 à 2021. Dans l'ensemble,
gros trait, hein, j'ai fait le bilan là, cette année, enfin, j'ai commencé à travailler le bilan. Les grands objectifs de court terme et de moyen terme sont menés, donc plutôt un élément de satisfaction aussi de faire le bilan. Je pense que faire le bilan d'un PSC, c'est très, très important. Par contre, ce qui nous a emmenés sur du long terme, notamment projet de nouvelles réserves, projet de refonte ou d'évolution d'un parcours permanent, ça, c'est pas encore fait. Soit ça commence, soit c'est remis aussi au prochain mandat. Et moi là, je me situe, parce faire un PSC, ça prend aussi beaucoup de temps. Moi, je me situe plus dans une version 2 qui est plutôt comment dire? Un avenant. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait quand on a fini son PSC, mais fini aussi, on n'en refait pas un, parfois sur le même gabarit, en fait. Voilà, alors sans doute, et d'autant plus quand c'est le même directeur, quand il y a pas de «changement» entre guillemets, fondamental. Voilà un petit peu, en tout cas merci de vos contributions riches. Nous, au niveau de la FEMS, on va bien sûr, mettre sur la plateforme, tous les PSC. D'ailleurs, s'il y a des participants qui ont des choses à partager, on les mettra avec grand intérêt, sur la plateforme en ligne. On va, poursuivre aussi la discussion là tout de suite avec des jeux de questions-réponses si vous en avez, et puis on ouvrira aussi, sur notre page forum, voilà le jeu de questions, s'il y a des conseils ou à la suite, des choses qui ne se décantent pas tout de suite, posées à nos interlocuteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, il y a Jean-Guy Robin qui lève la main. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour, Jean-Guy Robin, écomusée du Davio en Vendée. Merci pour tous ces éléments-là. Donc nous, l'écomusée n'a pas de PSC, enfin, il y en a un, mais qui n'a jamais été validé. L'idée, c'est de le rédiger l'année prochaine. J'ai celui-ci là, celui de Rennes, en réserve. Donc je suis preneur de tous vos PSC pour nous aider. J'avais une question. Donc s'il y avait une chose à ne pas louper, c'est une question ouverte à tout le monde. Peut-être que Philippe pourra répondre parce que c'est vrai qu'on est des structures assez proches. Ou peut-être l'écomusée. S'il y a une chose à ne pas rater dans vos expériences, ce serait quoi pour pas qu'on loupe la marche? J'ai bien noté que le rapport d'étonnement était important, hein, par exemple pour les comusées d'Alsace. Donc ça, c'est des choses qu'on va peut-être retenir. Mais une chose à ne pas rater. Merci. Je sais pas si je peux prendre enfin, j'ai levé la main, mais je sais pas si je peux la prendre directement. Moi, je dirais, mais voilà, c'est personnel. Je pense que c'est le fait d'associer l'équipe. Je pense que sinon, c'est pas possible. Si un directeur ou un responsable scientifique fait le PSC dans son coin sans associer je pense que ça peut pas. Enfin, pour moi, ça serait vraiment l'écueil majeur, quoi. Je te suis, Marie, là-dessus. Moi, j'en ai un témoignage direct et complet. Mon prédécesseur avait écrit tout le PSC, il était tout fini. Et en fait, il n'a jamais pu se mettre en œuvre parce qu'il n'a jamais eu la légitimité. L'équipe ne s'est pas retrouvée dans le PSC. Donc, un PSC porté que par le directeur, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je l'avais mis, moi, dans les questionnements. L'enjeu managérial, pour moi, est fondamental. Philippe? Tu n'as pas ta caméra. Excusez-moi. Vous me voyez? Oui, sinon il y a la caméra. Ah, c'est le micro, ouais. Pardon. Pour moi, il y a peut-être une chose. Tu disais, Céline, qu'on avait fait un document de communication. Alors, c'est bien notre PSC, hein, c'est pas une version réduite du PSC. Je sais que celui de Carnavalet fait 600 pages, mais nous, on avait été alertés par notre directrice de la culture qui nous avait dit, je cite, « Tu nous fais pas une thèse de conservateur, Jean-Luc ». Donc, on a assumé ça et effectivement, je pense, pour ma part, il faut que ça reste un document lisible. Il est destiné aux élus. Les élus, c'est des citoyens, hein, donc il est aussi destiné peut-être pas à l'ensemble des visiteurs, mais à ceux qui s'intéressent à nos sujets. Donc, ça doit rester un document lisible. Et pour qu'il reste lisible, il faut faire attention, notamment quand on est dans une situation précaire, de ne pas en faire un projet de service ou un projet d'établissement qui parle trop de RH. Il faut vraiment pas oublier les sujets culturels. Vous disiez qu'en milieu rural, pardon Estelle, qu'en milieu rural, il y avait peut-être moins d'intérêt pour la culture. Je pense qu'il y a moins de moyens pour la culture. Il y a moins de culture
de mettre de l'argent dans la culture. Et qu'effectivement, si votre PSC, il raconte des histoires qui parlent, il pose des questions qui parlent à vos lecteurs, il y a déjà plus de chances qu'ils soient appropriés et que le projet soit suivi. Donc voilà, moi je ne fais pas long, mais vous m'avez compris, je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop un document administratif. Et la trame, elle est intéressante pour structurer le sujet, la trame de la muséofiche, mais en même temps, il ne faut pas vouloir répondre de manière équivalente à toutes les questions. Il faut assumer, voilà, pour moi, il faut assumer des choix qui seront développés et il faut assumer effectivement des axes culturels qui parfois me paraissent dans certains PSC un peu au second plan derrière des questions très techniques ou administratives. Laurent? Oui, c'est à la fois peut-être une réponse, un début de réponse par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, et en même temps une question que je pose à l'ensemble, à des personnes qui sont présentes, c'est les rapports aux politiques. C'est le rapport aux politiques, et je pense que déjà ce qui est très important, c'est d'avoir un bon positionnement, hein, ce qui est pas forcément évident. Et c'est comment vous associez ou pas, enfin là toujours en termes de positionnement, donc les décideurs, le pouvoir politique, donc au projet scientifique et culturel. Je pense que c'est extrêmement important. J'ai pas forcément une réponse, hein, très précise. Je pense que juste il faut bien se poser la question. On est à la fois dans des équipements, bah, qui sont portés, hein, par des politiques publiques, par des élus. En même temps, il faut qu'on ait une vraie liberté, je pense, hein, dans la construction, dans la rédaction de ce travail par rapport à nos missions de service public. Il y a aussi des alternances politiques qui existent, bien évidemment. Donc voilà, je pense que voilà, c'est une question qui est hyper importante à mon avis. Moi, je le vis aussi en ce moment, bien évidemment, et puis je crois qu'on le vit à peu près au quotidien. C'est quelle relation politique? Donc on a un outil, hein, qui est proposé, qui est souvent le comité de pilotage. Donc on dit, bah voilà, il y a un comité scientifique, on l'appelle comme on veut, et puis aussi un comité de pilotage avec les élus et peut-être d'autres représentations, d'autres institutions publiques ou l'université, etc., etc. Mais je trouve que cette relation et cette association avec les élus, ou cette information est absolument, absolument primordiale. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Philippe, tu veux réintervenir? Peut-être Mais juste. il y a une question du port musée aussi. Ouais, donc juste une anecdote par rapport à ce qu'il vient de dire Laurent. Alors c'est très terre à terre, hein, mais ça m'a fait rire. La journée de la CCPF organisée donc sur les PSC en Corse, dans laquelle je suis intervenu, j'avais mis dans mon diaporama une carte de Rennes Métropole, le concept de ville archipel. Donc, pour ceux qui connaissent pas Rennes, c'est l'idée que on a développé la ville en développant l'ensemble des communes adhérentes, en gardant de la campagne entre les secteurs urbains. Et j'ai montré cette carte, et après la conf, Pierre-Jean Campocas, directeur du patrimoine, m'a dit: Ah, dis donc, tu es loyal à tes élus, hein, t'as fait un peu de com pour Rennes Métropole et tout. Et en fait, ça m'a fait rire, en même temps, ça m'a beaucoup surpris, parce que en réalité, c'est sans doute ce qui explique le succès de la matinée aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 nouveaux habitants à Rennes entre 2000 et 2010. C'est des gens qui connaissent pas du tout ce concept de ville archipel. Beaucoup sont surpris de trouver la campagne, beaucoup aiment ça. Et je pense beaucoup aiment l'écomusée parce que justement, ça leur raconte pourquoi cette ville, elle est comme ça, et pourquoi elle est aussi tournée vers l'agricole, pourquoi. Voilà. Donc, voilà, je m'arrête là, mais vous voyez comment parfois on peut négliger ce type de choses. Il faut surtout pas le faire, évidemment. Si on a un point vraiment d'ancrage et de complicité avec le territoire, surtout, il faut pas faire comment dire, servir la soupe aux élus. C'est pas ça du tout le sujet, mais il faut vraiment valoriser ce qui a vraiment ce qui est un ressort d'intérêt pour votre établissement. Alors, Estelle, et puis ensuite le port musée, peut-être?
Oui, moi je voulais juste essayer de répondre aussi brièvement à la question. Je m'associe à tout ce que vous avez dit, la très grande importance, je pense, à associer le personnel, la très grande aussi importance de réfléchir à la relation à l'élu, ça me semble aussi fondamental. Et j'aurais envie de rajouter un troisième point, c'est peut-être aussi de bien réfléchir à la composition de votre comité scientifique / comité de suivi. Je pense qu'il est très important d'avoir une diversité en fait d'approches, une diversité de métiers, et aussi faire en sorte que les gens s'entendent bien pour que on va dire les discussions puissent avancer. Et peut-être que c'est quelque chose que j'avais moins négligé au départ, c'est en fait finalement l'importance de ces comités de suivi sur le projet final. On voit qu'ils influencent beaucoup quand même, de par leur pensée ou leur positionnement professionnel, le texte final. Et c'est peut-être un conseil que je donnerais, réfléchissez bien à la composition en amont de votre comité scientifique ou de suivi, car ça peut parfois créer des tensions, mais voilà, s'il est bien composé, ça peut aussi parfois être très enrichissant. Alors, au port musée, je ne vous vois pas, donc du coup, je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole, mais c'est à vous. Bon, c'était peut-être une main levée de manière inopinée. Le micro est activé, mais on n'entend pas. Bon, si jamais, vous pouvez utiliser peut-être le chat pour poser votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon, de la part de l'auditoire? Il n'y en a plus. Ah, la place des habitants dans le PSC. Voilà, donc ça rejoint peut-être cette question, bon, comme les collègues du port musée, du coup, ne peuvent pas s'exprimer, mais je connais quand même un petit peu bien le port musée. Je me doute un peu de la nature des questions. C'est comment, voilà, dans une dimension peut-être participative et contributive, on intègre, non pas seulement les publics, hein, Marie, c'est ce que tu disais, mais aussi le positionnement des habitants, donc du coup aussi dans le processus finalement qui interroge la patrimonialisation, et qu'on y associe différentes communautés. Heu et alors ça peut être à quel moment en fait et sous quelle forme? Est-ce que les uns les autres, vous voulez, voilà, peut-être répondre à la manière dont vous êtes saisis ou pas de ces enjeux? Marie? Ouais, oui. Alors, effectivement, donc comme je le disais dans la présentation, en fait, j'avais demandé à 2 personnes de l'équipe de travailler effectivement sur la perception que les habitants, et j'insiste vraiment sur le fait habitant, avaient du musée. Parce qu'en fait, le musée alsacien a une fréquentation, c'est le plus touristique des musées de Strasbourg. Et, et puis il a une bonne fréquentation et on sait qu'on a beaucoup de touristes américains, japonais et autres, voilà, qui viennent, qui souvent qui ne viendront qu'une fois, voilà. Mais moi, c'est très bien. Enfin, voilà, c'est tout à fait, c'est un public tout à fait légitime et qui a tout à fait sa place. On en est ravis. Mais je voulais vraiment aussi qu'on travaille auprès des habitants. Et alors, c'était assez intéressant parce que ce qui ressortait de cette étude, c'est qu'en gros, voilà, les habitants ils venaient 3 fois, enfin 3 fois au musée. Ils y venaient enfants, ils y venaient quand ils étaient parents et ils y venaient quand ils étaient grands-parents. Donc voilà, c'était à peu près tous les 30 ans à peu près. Donc ça nous a aussi pas mal interrogé. Des choses qui étaient ressorties, des gens qui disaient bah non, moi je suis alsacienne, c'est pour les touristes, c'est pas pour moi. Ou inversement, ah ben non, moi je suis la personne, je crois qu'elle disait, je suis d'origine marocaine, donc je suis pas alsacienne, donc c'est pas pour moi. Voilà, donc ça nous a vraiment interpellés. Donc, alors ça, c'était vraiment dans cette phase, enfin voilà, sur le constat où on a, voilà, il y a ce travail quand même qui a été conduit pendant plusieurs mois et on a travaillé aussi avec des groupes de visiteurs. La ville de Strasbourg est très investie dans l'accueil de jeunes en service, en service civique. Et on en accueille tous les ans. En fait, on organise des visites pour eux qui sont organisées par nos propres services civiques puisqu'on en a tous les ans. Et voilà, donc ça permet aussi d'avoir leur regard par rapport à ça. Ensuite, et là, on est peut-être même après le temps du PSC, puisqu'en fait, une des choses qu'on a décidé d'acter, qu'on a acté à l'issue de ce PSC, c'est-à-dire que
Et ça reprend un peu, je crois, ce que tu disais en introduction, Céline, c'est finalement comment faire en sorte que le PSC, effectivement, il ne sert pas juste à caler une table ou la porte, mais comment est-ce qu'on va le faire vivre? Le choix qu'on a fait, nous, donc, outre effectivement en faire un document publiable, enfin publié et diffusable, c'est aussi d'en faire une expo. En fait, j'ai souhaité que là, j'espère à la fin de l'été, on pourra proposer une expo pour montrer le changement du musée. Et ça me semble vraiment important d'associer la population à ça et d'avoir vraiment des temps dans cette exposition. Et puis ensuite, dire voilà, dans le cadre de l'évolution du musée, il y a ce point qu'on va vouloir discuter avec vous, il y a ça qu'on veut voir. Et vraiment aussi bien ciblé. Parce que je pense que c'est très important. Et ça, c'était en échangeant avec les collègues qui portent le projet Beauvoisine, qui m'ont vraiment alerté le fait de dire la concertation, c'est très important, mais il faut bien préciser le cadre de la concertation. Parce que sinon, ça crée vraiment un sentiment de... voilà, fait une rupture de confiance, en fait. Si les gens ne s'y retrouvent pas au final. Si finalement, on n'est pas... Enfin, on leur dit, voilà, on est prêt à discuter jusque-là. Mais ça, cette partie-là, non, ça, c'est le musée qui l'assume. Et voilà. Donc ça nous semblait vraiment important. Donc l'idée, par exemple, là, c'est on souhaite réfléchir. On a une grande cour qui est un endroit qui est tout à fait assez magique en plein cœur de Strasbourg. Et moi, je souhaite qu'on réfléchisse à un nouvel usage de cette cour qui, pour l'instant, n'est pas hors douane. Moi, j'aimerais qu'on puisse le rendre à nouveau hors douane. Je souhaite qu'on puisse y faire du yoga le matin ou, je ne sais pas, qu'on puisse accueillir des associations, des habitants de proximité. Voilà, ça, j'aimerais qu'on le porte à la concertation. Voilà. Donc, voilà, des aspects comme ça. Voilà. Mais c'est à la fois dans la conception du PSC, mais c'est aussi surtout dans sa mise en œuvre, en fait, ensuite, je dirais, pour accompagner l'évolution du musée. Merci Marie, je pense que c'est une réponse. Enfin, c'est un questionnement très important et je trouve que la réponse que tu apportes, moi je me situe tout à fait dans cette, voilà, dans cette dimension-là. Après avoir aussi réfléchi sur cette problématique de comment on implique les visiteurs et à quel niveau, et la question du cadrage est très importante parce que si tout est ouvert, en fait, les habitants ne savent pas forcément quoi répondre. Parfois, ils nous disent: «C'est vous les professionnels, c'est vous les experts». Voilà. Après, on peut aussi impliquer les visiteurs ou les habitants dans une dimension beaucoup plus opérationnelle. Voilà, ça peut être dans de l'expérimentation, ça peut être dans de la collecte, enfin dans des éléments aussi concrets. Heu, je ne sais pas si ça répond en tout cas aux questions que voulait poser le port musée, mais en tout cas, c'est un embryon de réponse qu'on pourra poursuivre, je pense. Parce que c'est un enjeu fondamental, je pense, pour les musées de société, parce que ça pose la question, enfin, ça pose vraiment la question de la gouvernance, en fait. Et en même temps des enjeux d'expertise. Donc, c'est vrai que c'est des sujets très, très importants à l'aune aussi peut-être alors je ne vais pas dire un nombre de commandes, mais en tout cas d'obligations qui sont aussi les nôtres, c'est de nous situer dans une démarche en lien avec la philosophie des droits culturels. Voilà, la question c'est comment le faire et comment le faire pour que ça soit juste, efficace, adapté à notre propre situation du territoire. Et avec les moyens qui sont les nôtres, puisqu'en tout cas les uns et les autres, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que cette dimension, on va dire, d'engagement des habitants suppose derrière des moyens humains. Et pendant qu'on fait ce travail-là de concertation, on ne fait pas autre chose. Donc ça veut dire aussi bien jauger le cadre, on va dire, de réflexion et d'élaboration du PSC à la situation du musée. Voilà, si le musée il est fermé, il y a peut-être plus de temps, mais si le musée est déjà impliqué dans un cadre d'ouverture, d'une action culturelle, d'une programmation hyper dense, est-ce que c'est des vraies questions? Est-ce qu'il faut lever le pied sur un certain nombre d'enjeux pendant ce temps de maturation du PSC? Il y a Estelle et Philippe qui avaient levé la main, il me semble. Sauf si c'est des reliquats, mais je ne sais pas. Non, donc juste un mot effectivement sur le fait que nous on avait fait une étude des publics. Moi, en fait, je ne sais pas comment je pourrais discuter avec les habitants si j'avais pas fait d'abord cette étude des publics. Je pense que c'est très cher, mais en même temps c'est assez cher, disons. Mais
mais c'est quelque chose qui est très précieux parce que quand vous faites une consultation, il y a certaines personnes qui participent, des gens qui ont un intérêt pour le musée, qui se sentent légitimes aussi à participer. Alors, il y a tout un tas de modes de consultation, hein, ça peut aussi, vous pouvez aussi être aidé là-dessus, mais c'est vrai qu'une étude est publique, comme on prend un peu au hasard les visiteurs, on a des résultats beaux. Et par exemple, un résultat qui nous a beaucoup fait réfléchir, c'est que quand on demande à nos visiteurs en 2017, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite, dans une liste de 10 items, ils ont retenu les animaux et, euh, le parc. Et en dernier, il y a la vie des gens d'ici et l'architecture du bâtiment. Et quand on leur demande qu'est-ce qui singularise notre établissement et qu'est-ce qui est vraiment un point fort, enfin, qu'est-ce qui singularise et qu'est-ce qu'ils vont retenir, ils disent la vie des gens d'ici et l'architecture du bâtiment. Donc, si on n'a pas bien cadré effectivement le travail de consultation et qui on consulte, on peut se retrouver avec parfois sur des post-it des questions qui sont en fait l'inverse de ce que le visiteur peut penser. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler, à mon avis, en tout cas avec expérience. Je dis pas forcément avec des prestataires, mais en tout cas avec des professionnels expérimentés. Merci Philippe. Estelle, peut-être, et ça sera le mot de la fin, puisque je vois qu'on arrive presque au terme de notre rencontre. On a même dépassé. Est-ce que, Estelle, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être par rapport à cette question de l'implication des habitants? Alors, je crois que c'est une autre Estelle, c'est pas moi. J'ai l'impression que... Je pense que c'est parce que votre petite main a été levée, mais c'est peut-être de tout à l'heure. Voilà, alors, je pense que sur la dernière, alors il a encore posé une question, je ne sais pas si c'est Pierrick, le médiateur, du port musée. Comment on choisit les habitants et qui les choisit? Voilà, donc je sais pas si vous voulez répondre là-dessus. Enfin, c'est surtout toi, Marie, finalement, qui a mené, cette réponse. Soit une réponse courte, sinon c'est peut-être un sujet qu'on peut prolonger dans le forum. Voilà, peut-être par des apports d'expérience. On pourrait peut-être aussi reposer la question à Beauvoisine. Alors, musée Beauvoisine ne fait pas partie du réseau de la FENS, mais si c'est une question qui intéresse, et je sais que ça intéresse pas mal de monde, c'est une question peut-être qu'on peut prolonger en tout cas. Marie, vous Ouais, avez fait un micro-trottoir au hasard, non? Non, non, non. Non, en fait, on est parti, c'est ce que disait Philippe, en fait. D'une part, on est parti de l'étude. On avait une étude de public déjà qui était antérieure au PSC, hein, qui datait un petit peu, mais qui avait quand même le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Du coup, c'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'est dire en creux. En fait, c'est ce que j'avais dit à l'équipe. J'ai à la limite, moi, je préfère presque ceux qui viennent pas au musée. Ils m'intéressent presque peut-être plus. Donc, effectivement, ça nous permettait déjà de voir un petit peu qui ne venait pas. Et il y a eu un travail, par exemple, beaucoup, elles l'ont fait auprès des centres socioculturels, notamment parce qu'on souhaitait aussi beaucoup, on se rendait compte voilà, qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants qui n'arrivaient pas beaucoup, de personnes, voilà, donc il y a eu ça, de personnes qui, a priori, ne fréquentaient pas trop les lieux culturels ou qui, voilà. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail qui a été fait, toujours par l'équipe, mais par d'autres personnes de l'équipe. Elles ont travaillé en milieu urbain, en milieu rural, dans le sud de l'Alsace et en milieu rural aussi dans le nord. Donc aussi, c'était d'avoir, voilà, dans un musée municipal, mais on parle d'un territoire régional, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Voilà, donc c'était aussi d'avoir cette diversité par ce biais-là. Alors évidemment, c'est toujours sur la base c'est toujours sur la base du volontariat, hein, évidemment. Donc, il y a certaines personnes qui parlent plus facilement, qui participent plus facilement. On est conscient de cet écueil-là. Mais il y a quand même aussi, voilà, et je pense que c'était aussi pour ça que les centres socioculturels, on a trouvé que c'était très intéressant. Parce que soit, effectivement, c'était déjà des groupes constitués. Il y a beaucoup de centres socioculturels qui organisent des petits déjeuners et qui sont voilà, des personnes, souvent des femmes au foyer, des personnes qui sont issues d'immigration, qui sont en cours de FLE, qui viennent, qui participent. Et donc, ça nous permettait de toucher ce public-là. Et on a beaucoup travaillé aussi avec les animateurs des sciences socioculturelles qui se faisaient un peu le relais. Voilà. Mais je ne veux pas trop m'étendre. Effectivement, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces questions-là. Merci Marie. Moi, je pense que c'est un sujet qu'on peut se garder en réserve parce qu'on sait que, et peut-être qu'on pourrait effectivement travailler avec des invités aussi plutôt voilà, des secteurs de
démocratie participative, parce qu'ils ont une grande expérience et on sait qu'il y a des biais dans le recrutement hein, sur ces problématiques-là. Musée de Bretagne, notre collègue Manuel Moreau, qui travaille aussi sur ces enjeux, est en train de formaliser un certain nombre de dispositifs qu'on a pu tester, nous, au musée. L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir un éventail de dispositifs et pas qu'un dispositif, parce qu'on peut avoir des canaux, enfin, des retours intéressants par différents canaux et par différents biais. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, bien sûr, pour des sujets à venir des jeudis de la FEMS, n'hésitez pas à le faire ou à proposer vous-même des interventions, pourquoi pas. Dans les sujets bon, je profite qu'on est tous réunis, que nous allons traiter. Donc, nous gardons en réserve quand même quelques grands sujets sur le temps des expositions, que faire aussi de nos héritages, puisque ce sera la thématique de nos rencontres professionnelles qui se tiendront à Arles les 6, 7 et 8 avril 2022, entre Muséon Arlaten et Musée de la Camargue. Voilà, avec un programme de rencontres et de visites, puisque dans les bilans que nous avons pu faire après les rencontres professionnelles de Bordeaux, c'est qu'il faut qu'on ménage un peu plus de temps pour des visites et des temps aussi d'échanges très pratiques, conviviaux entre nous, les membres du réseau. Et puis dans les sujets plus à traiter dans des jeudis, nous avions pensé au musée fermé. Voilà, parce que c'est un sujet, le musée fermé, entre guillemets, contraint ou comme opportunité. Alors, là aussi dans différents contextes, et les projets de refonte, voilà, peuvent en faire partie. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Marjolaine, rien de plus à rajouter? Merci à vous, à bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt et merci. Au revoir. Au revoir.